Хороши весной в саду цветочки, и еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Lénine ne s'appelait pas Lénine, tout le monde le sait, hein, c'est un nom de guerre. Les trois révolutionnaires russes dont nous avons parlé avaient chacun un nom fictif. Après tout, c'est pas coupable. Hein. En littérature, on sait bien que, par exemple, Lyotti s'appelait Julien Viau, ou Jules Romain s'appelait Farigoul, et que Molière ne s'appelait pas Molière, mais Poquelin. Il s'appelait Vladimir Ulyanov. Je voudrais vous présenter tout de suite à son sujet deux remarques préliminaires qui peuvent avoir leur intérêt. Primo, ce n'est pas un véritable slave, pas un grand russe. Vous savez, on appelle la Grande Russie, c'est-à-dire le vieux du Grand-Duché de Moscovie, avec Petrograd et Moscou. Et lui, c'est un garçon du Sud. Du côté de son père, il serait plutôt même un Kalmouk. Les Ulyanov venaient du bord de la mer Caspienne. Et du côté de sa mère, allemand. Et peut-être même juif, ça n'est pas certain. Sa mère s'appelait Blank, B-L-A-N-K, Blank, c'était la fille d'un médecin militaire qui vivait retiré à ce moment-là. Et il y avait des communautés juives le long de la Volga, d'où il semble bien que Madame Ulyanov, c'est-à-dire Mademoiselle Blank, soit sortie. Premier point, donc pas un slave, proprement dit. Deuxièmement, c'est pas un prolétaire. C'est un garçon qui ne vient pas de la plus basse classe du peuple, pas du tout. C'est un bourgeois. Son père était d'abord instituteur, puis était devenu assez rapidement inspecteur de la région de Simbirsk, et directeur finalement de l'enseignement primaire dans toute cette région de Simbirsk. C'est un personnage assez important, au point même qu'il avait été anobli par le tsar. Alors, deux remarques, c'est pas un slave, deuxièmement, c'est pas un prolétaire. Première image qu'on a de lui, il a 9 ans, il est né en 1870, et l'image est de 79, c'est une image de famille, comme ça se faisait dans les familles convenables bourgeoises. Vous savez, il y avait au centre le papa, qui était une grande tête un peu chauve, comme ça à son fils. Il a les genoux joints, il a un chapeau de forme sur ses genoux. Il y a sa femme, qui est belle, à côté de lui. Il y a les 6 enfants. Et puis, si vous prenez une loupe et vous regardez bien, il y a le dernier, le plus petit, qui a le coude droit sur le genou gauche de son père, qui regarde l'objectif, c'est Volodia en famille, Vladimir. Il a l'air doux. C'est un bon petit, et sa mère racontera plus tard qu'il est en effet très tendre, très affectueux, et en même temps très sportif, en fait très vivant. Mais il va arriver des choses à cet enfant. En particulier un coup, quand il avait 16 ans, 17 ans, à cause de son frère. Son frère aîné, Alexandre, qu'on appelait donc Sacha en famille, faisait des études scientifiques à Saint-Pétersbourg. C'était un révolutionnaire. Il s'était engagé dans un groupe secret pour essayer de tuer le tsar Alexandre III, comme on avait tué le tsar Alexandre II. Tout le groupe, qui était rempli de mouches, naturellement, vous avez l'indicateur, a été arrêté. Il a été condamné à mort, mais comme il était le fils de quelqu'un qui était anobli, il avait le droit d'écrire au tsar pour supplier le tsar de transformer sa condamnation à mort en une condamnation de détention à vie. Il a refusé. Sa mère le suppliait de le faire, mais il n'a pas voulu. Pas question que je demande au tsar quelque faveur que ce soit. Alors il a été pendu. Notre Vladimir Ulyanov avait 16 ans, 17 ans, hein, et de quoi le remuer. Deuxièmement, lui qui n'est pas narcissique, vous savez, qui parle pas beaucoup de lui-même, avouera que quand il avait 17-18 ans, il y a un roman qu'il a lu 5 fois, dit-il. C'est un roman d'un certain Tchernychevski, ça s'appelait « Que faire ?» C'est un titre qu'il gardera du reste dans sa mémoire. Ce roman n'avait pas été autorisé à être publié en volume. Il avait paru dans une revue russe qui s'appelait Le Contemporain, quelque chose comme la NRF du temps. C'était là-dedans que Tolstoï avait publié ses premiers essais. Et c'est uniquement dans Le Contemporain qu'avait paru ce roman. Et bien, dans la bibliothèque du grand-père maternel, du docteur Blanc, il y avait la collection complète du Contemporain, et c'est là que Vladimir Ulyanov a lu ce livre qui l'a profondément marqué. Il y avait en particulier un personnage central qui s'appelait Rakhmetov. Rakhmetov était un révolutionnaire. C'était quelqu'un qui avait décidé positivement, vous savez, de vouer sa vie à la révolution, de ne rien faire d'autre que de travailler à la révolution. La première fois qu'il se fait remarquer, notre Vladimir, c'est qu'il avait 17 ans. Il s'était inscrit à la faculté de droit de Kazan, et presque tout de suite, 2 mois après, il est exclu. Il est exclu, il est chassé de l'université parce qu'il a organisé je ne sais quelle subversion. Alors il ne peut plus entrer dans aucune université pour continuer à préparer sa licence de droit. Alors il va travailler tout seul, mais il était nombreux, vous savez, des garçons dans son cas, et qu'en 91, ça lui fait 21 ans, oui, lorsqu'il va se présenter à cet examen de droit qu'il a préparé tout seul, ils étaient 134 candidats, mais il va être reçu le premier. Donc voilà, licencié en droit, qu'est-ce qu'il va faire? Sous la pression de sa mère, qu'il aime beaucoup, il commence par être avocat à Samara, pas tellement loin de Simbirsk. Ça l'assomme. Pendant 1 an, il fait un métier d'avocat qui lui paraît sans intérêt. Alors il va faire un coup de tête qui correspond à ce qu'est maintenant sa vie intérieure. Il s'est mis à lire Marx, à cause de l'influence sans doute de son frère.
Et le voilà qui se rend à Saint-Pétersbourg, alors qu'il n'a guère les moyens d'y vivre, pas moyen d'y travailler. Sa mère a dit qu'elle le soutiendrait. Et il va à Saint-Pétersbourg pour s'occuper d'un mouvement révolutionnaire. Ils sont là un petit groupe de jeunes gens, presque tous du reste des bourgeois, mais qui fondent un comité qui s'appelle Union pour la libération du travail. Je crois qu'il faut regarder en mémoire ce titre, Union pour la libération du travail. Ils répandent des tracts, ils vont dans des usines, ils font de la propagande, ils sont naturellement surveillés, si bien qu'en 95, il a 25 ans, ils sont tous arrêtés. Il va faire 14 mois de préventive, c'est quelque chose, 14 mois de prison préventive. Et quand enfin on le fera passer en jugement, c'est pour lui annoncer qu'il aura 4 ans d'exil en Sibérie. Il part pour la Sibérie, du reste un exil pas très terrible, vous savez. L'exil en Sibérie, à ce moment-là, n'était pas effrayant. J'étais beaucoup plus libre qu'on imagine, et des quantités de gens se sauvaient. Mais lui, il va pas se sauver, il va faire ses 4 ans en Sibérie, à un endroit qui s'appelle Chouchenskoye, et c'est même en Sibérie qu'il va se marier. Il va épouser une jeune révolutionnaire qu'il avait connue, qui devait être sa maîtresse, je crois, lorsqu'il est parti pour là-bas. Elle s'appelait Nadia Klubskaya, elle avait un an de plus que lui, nous sommes en 98, donc il a 28 ans, elle a 29 ans. Et elle était fille d'un monsieur qui était mort rapidement, qui avait été révolutionnaire lui-même, elle vivait difficilement avec sa mère, mais elle va suivre Lénine pour devenir sa femme. Le mariage ne pouvait être qu'un mariage religieux à cette époque, alors que Lénine était complètement incroyant. Ils passent leurs 4 ans d'exil là-bas, il y travaille, il fait sa première publication importante, ça s'appelle Le développement du capitalisme en Russie, qui est un ouvrage très marxiste. Nous voilà en 1900, il est libéré, qu'est-ce qu'il va faire? Et il a la conviction que c'est pas la peine qu'il essaye de travailler en Russie, parce que tous les mouvements révolutionnaires sont pourris de surveillants, enfin de policiers, et que l'on ne peut faire quelque chose d'efficace qu'à l'extérieur. C'est ce que faisait par exemple le marxiste Plekhanov, le vieux marxiste Plekhanov, qui était l'introducteur du marxisme en Russie et qui vivait près de Genève, parce qu'en Russie c'était pas possible. On avait tenté en 98, c'est-à-dire pendant que Lénine était en exil, on avait tenté de faire un premier congrès des révolutionnaires qui s'appelait à ce moment-là sociodémocrate. Un mot qu'ils vont rejeter avec violence dès 1917. Mais pourquoi il s'appelait comme ça? Parce que les marxistes allemands s'appelaient les sociodémocrates, avec Kautsky, Bebel et les autres, et qu'on imitait en Russie ce que faisaient les socialistes allemands. Alors c'est social-démocrate. Bon, à Minsk, au milieu de l'année 98, un premier congrès avait tenté de se réunir. Ils étaient 9, vous vous rendez compte? 9, simplement. 9 délégués marxistes en Russie. Arrêtés immédiatement. Donc c'est râpé, quoi, c'est pas possible. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire un effort révolutionnaire en Russie proprement dit. Alors il a décidé de partir pour l'Occident. On le verra à Paris, on le verra à Genève, on le verra à différents endroits, à Vienne par exemple. Et c'est de l'extérieur qu'il va essayer d'agir. Il a eu l'idée de lancer, d'ailleurs une idée que Plekhanov avait déjà, de lancer un journal, périodicité incertaine, il s'appelait l'Iskra, ça veut dire, paraît-il, l'étincelle. Et l'Iskra, on essayera de le faire passer clandestinement, comme on pourra en Russie. Et puis en 1902, il va publier son 2e volume, qui s'appelle précisément « Que faire ?» Et vous vous rappelez que c'était le titre du roman de Tchernychevsky. C'est un livre extrêmement important, qu'il faut lire de près pour connaître sa pensée. Il y a 2 points que je veux retenir. Premièrement, disait-il, nous n'accepterons pas, dans notre groupement révolutionnaire, des amateurs. Il faut que les gens qui soient là soient engagés corps et âme, jusqu'à la moelle, comme dira Trotsky, qui au début en avait fait partie, jusqu'à la moelle. Parce que ce ne sont pas des gens qui disent, ben, on a un certain métier, puis de temps en temps, quand on aura un temps libre, on s'occupera de révolution. Non, des gens qui ne feront que ça. Et qui sont appointés par le parti s'il y a moyen, et on trouvera différents moyens pour les faire vivre. Premier point. 2e point, dit Lénine, il faut une organisation marxiste extrêmement centralisée. Il faut que ce soit un parti où les gens obéissent, avec une direction, et cette direction sera autorisée à donner des oukases. En 1903, il va y avoir le 2e congrès, le premier c'était Minsk, vous vous rappelez. 2e congrès du parti. Il avait commencé à Bruxelles, puis il était trop surveillé par la police, alors il se réfugiait à Londres. Et c'est dans ce 2e congrès du Parti social-démocrate que la coupure, dont tout le monde a entendu parler, va se produire. La coupure entre bolcheviks et mencheviks. Vous savez sans doute que bolcheviks signifie simplement les majoritaires et mencheviks les minoritaires. Là, le parti vraiment se couper. Et à partir de cette date, à partir de 1903, il y aura entre Lénine, qui a signé Lénine à partir de 1901 à peu près, sans qu'on sache pourquoi. On ne sait pas. Staline, on comprendra ce qu'il veut dire par son mot Staline, l'homme d'acier. Mais Lénine, on ne sait pas. Bon. Eh bien, Lénine va se brouiller avec un de ceux qui avait fait partie du Congrès, qui s'appelait Trotsky, et qui continuera à être très hostile à son égard jusqu'en 1917. Au point que Trotsky va même écrire contre lui, en 1904, un petit bouquin qui s'appelle Les tâches actuelles, où il le traite de Maximilien Lénine, une espèce de Robespierre caricatural.
Ça arrive dans l'année 1905, qui est une année importante pour l'évolution russe, vous vous rappelez peut-être, 1905 c'est le 22 janvier qu'on appelle le dimanche rouge. Ce jour-là, il y avait eu des foules, il y avait peut-être 10 à 12 000 ouvriers avec leurs femmes et leurs gosses qui étaient venus devant le palais d'hiver du tsar, Nicolas II, pour le supplier. Hein. C'était pas des révoltés, c'était même pas des contestataires. C'est des gens qui pensaient au tsar comme au petit père, et qui disaient, mais vous ne savez pas quelle est notre condition. Alors ils arrivaient là, vous savez, en chantant des cantiques, en brandissant des icônes, ils étaient dirigés par un pope assez bizarre, du reste assez suspect, qui s'appelle Gapone, et comme ils avançaient vers le palais d'hiver, je ne crois pas que ce soit le tsar qui ait donné l'ordre de tirer, mais la garde, voyant avancer cette foule énorme, a tiré. Le nombre des morts est incertain, on sait simplement que c'était donc le 22 janvier, hein, les arbres n'avaient plus de feuilles, il y avait des gosses, les gosses, voyant qu'on tirait sur eux, grimpaient dans les arbres, et la garde les tirait comme des moineaux, affreux. Environ sans doute 1 millier de morts. Alors ça, c'est un déclenchement. Hein. Il l'apprend, lui, Lénine était à ce moment-là à Genève, il lit ça dans les journaux, peu à peu on apprend d'autres nouvelles, qu'il y a des grèves, même des grèves générales en Russie. Au mois de juillet, il y aura la révolte du cuirassé, la mutinerie, vous savez, du cuirassé, nous prononçons Potemkin, un cuirassé Potemkin, paraît-il qu'il faut prononcer ça, Patiomkin. Et puis le tsar fait marche arrière, et le voilà qui, le 15 octobre, je crois, lance un manifeste disant qu'il accepte une sorte de contrôle sur son absolutisme avec réunion d'une chambre. Il n'était pas enthousiaste, Lénine. Il se disait, c'est pas le moment encore, la Russie est encore trop arriérée, nos idées marxistes y ont à peine pénétré, malgré les désastres de la guerre russo-japonaise qui tournaient très mal, l'armée est encore très obéissante, une armée d'obéissance passive, par conséquent il n'y a rien à faire tant qu'on a l'armée contre soi, mais enfin il faut voir. Alors le voilà qui arrive à Saint-Pétersbourg et il a le désagrément de voir que le soviet, que le tsar avait autorisé, un soviet de Saint-Pétersbourg, comportait d'abord comme membre et bientôt comme président Trotsky, avec qui il était en très mauvais termes. Alors il a l'impression qu'il n'y a rien à faire, il surveille quand même ce qui se passe, mais le soviet qui très rapidement, au bout de 50 jours, exactement 50 jours, est arrêté, tout le monde est mis en prison, et lui, qui n'était pas du soviet, mais qui était un observateur, se dit c'est pas le moment, c'est dangereux, il s'est passé à Moscou, en décembre, une véritable insurrection qui a été noyée dans le sang, par conséquent, la Russie, pas possible, et voilà qu'il va se réfugier en Finlande. Attention, vous me direz, mais la Finlande, c'est la Russie, puisque c'est un territoire d'occupation. Oui, mais avec une certaine autonomie, et la police y était moins dangereuse. Par conséquent, il va rester en Finlande, se sentant plus libre, il a l'impression qu'il n'y fera rien, que c'est tout à fait inutile, et voilà qu'il repart à la fin de 1807 en Occident. Vous savez, à partir de 1807 pratiquement jusqu'à 1814, le mouvement révolutionnaire russe n'a battu de l'aile. Il y avait eu un certain enthousiasme révolutionnaire en 1805, les gens s'étaient mis à espérer, le parti s'était grossi. Puis voilà qu'en 1806, 7 et 8, découragement. Des gens qui avaient pris leurs cartes déchirent leurs cartes. Ils voient fondre ses effectifs, qui n'étaient pas si nombreux. Mais il est intraitable. Lénine est quelqu'un qui tient, vous savez, quand il a mordu à un endroit, il ne lâche jamais. Alors il surveille l'orthodoxie des siens, comme il voit qu'un nommé Lunacharsky et un autre qui s'appelait Bogdanov font des considérations philosophiques qui lui déplaisent et qui ne lui paraissent pas directement marxistes, puisqu'ils se remettent à parler de Dieu, et parler de Dieu c'est évidemment insensé. Alors il va écrire un bouquin qui s'appelle Matérialisme et empiriocriticisme, dont je vous dirai un mot dans mon deuxième exposé, qui est un livre ennuyeux, mais qu'il faut lire pour connaître sa pensée. C'est un livre, je répète, pour l'orthodoxie absolue de la doctrine. En 1911, le voilà qui est à Paris, et il fait quelque chose d'assez courageux et intelligent, il va écrire une école des cadres, figurez-vous, à Longjumeau, près de Paris, école des cadres pour des jeunes révolutionnaires. On s'arrange pour faire passer en douce avec de faux papiers des jeunes gens qui ont été repérés par les sociodémocrates et qui peuvent être de bons militants. Alors on va les former dans une école de cadres près de Paris. Oh, ils ne sont pas nombreux, vous savez, ils sont une vingtaine, pas plus, même pas. Et des cours sont donnés par diverses personnes, dont notre Lénine. Donne des cours à l'école des cadres. 1812. Tout à coup, une libéralisation du moins apparente de la politique intérieure russe. La Pravda qui veut dire la vérité, vous savez, qui était le journal des bolcheviks, est autorisée à paraître. Alors il se dit, il faut profiter de ça, je suis un peu trop loin quand je reste en Occident, je vais me rapprocher, le voilà qui va à Cracovie. Cracovie, qui est une terre polonaise, comme vous savez, est une terre d'occupation autrichienne. Hein. Alors il n'est pas en territoire russe, mais il est sur le bord de la frontière. Et de là, il peut faire communiquer plus rapidement les papiers qu'il veut envoyer à la Pravda. Sa femme est malade, elle a un goitre, il l'a fait opérer à Berne, on lui a enlevé son goitre à Berne, et à cause de la santé faible de Nadia, il va s'établir au début de l'année 14, je crois, à Poronine, dans les Carpates, dans l'altitude. Et c'est là, à Poronine, un territoire autrichien, qui va apprendre la déclaration de guerre, que la guerre éclate les 2 et 3 août, comme vous savez, 1914. Alors là, il faut bien regarder ce qu'il va faire. Il est bouleversé, absolument bouleversé et indigné de voir le comportement des socialistes français et des socialistes allemands.
Les socialistes français, tous, j'aurais aimé mourir, alors on ne sait pas dans ce qu'il aurait fait. Mais les socialistes français vont tous, à l'unanimité, voter les crédits de guerre. Et tous, sauf un, en Allemagne, les socialistes vont aussi voter les crédits de guerre, parce que les uns et les autres sont convaincus que leur pays est attaqué, et comme ils aiment leur pays, ils veulent le défendre. Alors l'explication des socialistes français, c'est de dire, mais nous luttons contre le militarisme allemand. L'explication des sociodémocrates russes, c'est de dire, mais nous luttons contre l'impérialisme russe et le tsarisme, par conséquent, on peut y aller. Mais lui dit, mais vous trahissez. Marx a dit, les prolétaires n'ont pas de patrie. Par conséquent, au lieu de cette guerre absurde, une guerre de clivage, comment dirais-je, clivage verticaux, de nation à nation, le seul clivage possible est un clivage horizontal. Il y a d'un côté les exploiteurs et de l'autre côté les exploités. Je demande donc, disait Lénine, que dans tous ces pays en guerre, le prolétariat se soulève contre les maîtres, que le prolétariat russe se soulève contre le tsar, que le prolétariat allemand se soulève contre l'Empire, que le prolétariat français se soulève contre une république conservatrice. Alors c'est un manifeste. Pas moyen, vous entendez, pas moyen de le publier. Personne ne veut publier ce manifeste, où très carrément il fait une politique de défaitisme révolutionnaire pour son pays. Savez-vous qu'il y a un seul journal en Europe qui va le publier, c'est la Sentinelle de La Chaux-de-Fonds, dans son numéro du 30 novembre 1914. C'est là seulement que le manifeste de Lénine va paraître. Il va tenter en 1915 puis en 1916 de réunir des socialistes français et allemands, c'est-à-dire des gens de pays qui sont en lutte, et qui cependant vont se réunir et se serrer la main. Première réunion à Zimmerwald, vous savez, c'est tout près de Berne. Je crois que c'est en septembre 15, deuxième réunion à Kintal, c'est dans les Alpes bernoises, qui est en avril 1916. Ils sont pas nombreux, enfin ils sont une trentaine. Chaque fois, il essaie, lui, Lénine, d'imposer son fameux manifeste révolutionnaire en disant il faut transformer tout de suite cette guerre nationale en une guerre sociale. Quoi. Pas moyen. Chaque fois, il a des injonctions, enfin des impossibilités. Il travaille, il fait un nouveau livre. Il est à Zurich maintenant, il avait commencé à vivre à Berne. Il est à Zurich et il se demande, enfin il écrit quelque chose qui s'appelle l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et qui est un livre dont la lecture est aujourd'hui encore fort intéressante. C'est un livre qui n'est nullement périmé. Puis il attend pour voir ce qui va se passer. C'est une nouvelle qui peut dire que les Français ne connaissaient pas, mais que la presse suisse connaissait, il la lisait puisqu'il était à Zurich, indique qu'en Russie ça va très mal. Les troupes russes se font battre, ils ont déjà perdu des millions d'hommes, on ne dit pas le chiffre, mais on sait qu'il y a un très grand nombre de prisonniers, et que ça, il y a des agitations dans l'armée qui n'a plus l'air de vouloir marcher. On sait d'autre part que dans les grandes villes, il y a un remue-ménage, pas encore des insurrections, enfin des mouvements, presque des émeutes, où des gens réclament du pain et la paix. Et brusquement, il apprend le 15 mars 1917 que le tsar a abdiqué. Grosse nouvelle, hein. À la place du tsar, le gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire présidé par le prince Lvov, et qui contient surtout des conservateurs, enfin avec une teinture apparente de libéralisme, et un socialiste, entre guillemets, qui n'appartient pas au parti, qui se dit travailliste, parti qui n'existait guère, et qui s'appelait Kerensky. Kerensky, c'était un avocat qui s'était spécialisé pour la défense des révolutionnaires arrêtés. Alors voici le télégramme qui va envoyer immédiatement à la Pravda, date du 16 mars 1917, pas de collaboration avec le GP, méfiance particulière et extrême à l'égard de Kerensky, armement des masses. Il veut donc venir, c'est pas comme en 1905, où il se disait possible, pas possible, non plutôt pas possible. En 1917, il se dit la situation intérieure est telle qu'il y a peut-être des chances, on peut peut-être marcher. Il faut qu'il revienne la Russie. Comment faire? Il ne peut pas traverser la France, il ne peut pas traverser l'Angleterre, puisqu'on sait qu'il a fait ce manifeste, que la presse n'a pas publié, mais qui est connu des chancelleries. On lui interdira donc la traversée du territoire français et du territoire anglais. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de traverser le territoire allemand. Il se rend bien compte que s'il traverse le territoire allemand, alors que l'Allemagne est en lutte avec la Russie, il va avoir contre lui des tas de gens disant c'est un agent allemand, voyez bien, il travaille au bénéfice de l'Allemagne pour préparer sa victoire. Quand il a demandé ça aux autorités allemandes à Berne, un visa pour traverser l'Allemagne, oh, les Allemands ont dit mais parfait, très bien. Ce sont des révolutionnaires, ils sont 32 à peu près qui veulent suivre Lénine, ils vont faire du grabuge en Russie, par conséquent ça nous facilitera la victoire. Il sait très bien tout ça, Lénine. Mais il a la certitude qu'il va duper les Allemands, parce que sa arrière-pensée, c'est une fois que je serai en Russie, je ferai de la propagande de l'armée, ça se fait déjà de soi pour la paix, mais cette armée fera elle-même de la propagande auprès des soldats allemands, et les Allemands qui m'ont laissé passer ne se rendront pas compte que je vais essayer de les désorganiser de l'intérieur. C'est comme ça qu'il va traverser, non pas dans un wagon plombé, comme il a dit, comme on l'a raconté, simplement dans un wagon exterritorial, c'est-à-dire qu'il ne sera pas soumis à la douane, enfin qu'il passera librement les frontières. Il va arriver à Stockholm, il va donc passer par la Suède pour arriver à Petrograd, ça s'appelait Petrograd depuis 1914, et c'est le 16 avril 1917 qu'il débarque à Petrograd.
est accueilli par la Marseillaise, parce que figurez-vous que le gouvernement provisoire avait promis à l'ambassadeur de France comme à l'ambassadeur d'Angleterre de faire la guerre sérieusement. Et si même ces ambassadeurs avaient été favorables à l'abdication du tsar, c'est qu'ils se disaient ce tsar est suspect, et c'était vrai. Suspect à cause de sa femme de vouloir faire une paire séparée, tandis que nous avons des gens qui nous promettent de faire réellement la guerre. Comprenez que la Marseillaise, ça ne fait guère plaisir à Lénine. Et le soir même, se faisant transporter au palais de Smolny, Smolny c'était le quartier général des bolcheviks, il va prononcer un discours terrible qu'on appellera les thèses d'avril, où il dit la première révolution qui vient de se produire, elle est aussi peu sérieuse que la révolution de 1789 en France, qui a duré jusqu'en 1891, avec, vous vous rappelez peut-être très bien, une chambre censitaire, enfin, ne votaient que les riches, et avec un roi qui avait le droit de veto, tandis qu'à partir du 10 août 692, ça c'était la révolution avec suffrage universel, avec les gens dans la rue, quoi. Alors, ce jour-là, le 16 avril, il dit, c'est une fausse révolution, il faut préparer la véritable révolution. Et d'autre part, il faut faire la paix tout de suite. Imaginez bien que le gouvernement provisoire est foudrage, on organise presque tout de suite après une grande manifestation patriotique, on va faire défiler des soldats blessés, au début du défilé, il y a des gens, des invalides dans les petites voitures, avec des banderoles qui accusent Lénine, fait c'est Toulianov, Lénine, en disant c'est un agent allemand. Il a l'impression qu'il est allé trop vite, il va freiner, il va donner des instructions pour ne pas aller trop vite et pour ne pas se faire persécuter. Il pense que de l'intérieur, et étant donné l'état d'esprit des soldats, il y a moyen de travailler. Les événements vont le servir. Le 1er juillet 1917, Kerensky, qui est devenu ministre de la guerre, tenant la parole, la promesse qu'il a faite aux Alliés, organise une nouvelle et dernière expédition militaire, offensive, quoi. En Galicie, parce qu'en Galicie, c'est du côté des Autrichiens, et on espère qu'on enfoncera plus facilement les Autrichiens que les Allemands. Succès pendant 48 heures, les troupes russes avancent, et au bout de 48 heures, des divisions allemandes, proprement dites, arrivent, refoulent les Russes, catastrophe, il y a 60 000 morts en quelques jours. Ces nouvelles arrivent à Pétrograd, un peu dissimulées, bien entendu, mais enfin, les gens savent que c'est pas une victoire. Et cette garnison de Pétrograd, 150 000 hommes, 150 000 hommes de la garnison de Pétrograd, ne veulent pour rien au monde être envoyés sur le front. C'est fini pour eux, la guerre. Alors ils vont faire une manifestation violente dans les rues les 15 et 16 juillet. Lénine leur avait dit c'est trop tôt, ne faites pas ça. Ils ont voulu faire cette manifestation. Le parti bolchevique a fini par suivre le mouvement parce que ça il serait mis à part. Et immédiatement après, une répression policière telle qu'une rafle s'est organisée de tous les bolcheviks et que lui est obligé de s'enfuir. Il arrive à échapper à la rafle. Il va se réfugier comme il avait fait en 1905, vous savez, en Finlande. Il a même passé la frontière déguisé. Vous savez qu'il avait sa petite barbe russe, hein, c'était un homme roux. Eh bien, il a fait couper sa barbe et sa moustache. Il était chauve, alors il avait pris une perruque. Il avait arboré une casquette de cheminot. Il était passé sur une locomotive comme s'il était l'adjoint du chauffeur. Et c'est de Finlande qui va envoyer ses instructions à l'intérieur de Pétrograd. Le deuxième avantage, c'est au début de septembre, Kornilov, qui était le généralissime et qui se révolte contre Kerensky et contre le gouvernement provisoire, qui voudrait essayer, avec des Cosaques, de renverser le gouvernement provisoire pour faire revenir le tsar. Ça s'éclingole tout de suite, les Cosaques ne veulent pas se battre, les ouvriers vont à la rencontre de ces Cosaques et on fraternise tout de suite avec eux, mais ça va permettre aux bolcheviks de dire, vous savez, Kerensky, qui fait semblant d'être contre Kornilov, en réalité, c'est un homme à lui. Alors on va déprécier, on va déshonorer Kerensky de cette façon-là. La grande pensée de Lénine, c'est d'obtenir qu'une majorité s'établisse dans le congrès pan-russe des soviets. Dès 1917, dès mars 17, des soviets avaient apparu comme en 1905. Ces soviets étaient presque partout dominés par les mencheviks ou par les SR. Les SR, c'était les socialistes révolutionnaires, en particulier appuyés par les paysans. Et Lénine avait cette idée, on ne peut réaliser le coup, on ne peut prendre le pouvoir, qu'une fois que nous aurons une majorité dans ce congrès. Il y a un premier congrès du 16 juin, j'ai pris les chiffres, je crois les avoir là. Le 16 juin, il y avait 105 bolchevistes, mais 533 SR, socialistes révolutionnaires et mencheviks, on était loin de la majorité. Les mois passent avec les avantages que je viens de vous signaler, si bien que le second congrès, qui va se réunir les 7 et 8 novembre, on a l'impression, il le sait, Lénine, qu'on va avoir la majorité. Effectivement, voici les chiffres, il y aura 343 bolcheviks sur 675 membres, petite majorité, mais majorité tout de même. Alors sa grande pensée, c'est de dire, voyez, nous allons prendre le pouvoir, mais nous sommes les délégués des soviets. Nous ne sommes pas des gens qui prenons le pouvoir comme ça parce que ça nous plaît. Nous représentons la volonté des révolutionnaires russes. L'opération va se passer, vous le savez bien, très facilement, les 7 et 8 novembre. Les Russes appellent ça la révolution d'octobre, vous savez, parce que le calendrier russe n'a été semblable au calendrier de l'Occident, le calendrier grégorien, qu'à partir de février 1918.
Mais nous pensions à ces événements comme novembre, 6 et 7 novembre. Mais comme ça se passait dans leur calendrier à la fin d'octobre, ils appellent ça leur révolution d'octobre. Eh bien, dans la nuit du 6 au 7 novembre, le pouvoir pratiquement était à ramasser. Vous savez, Kerensky n'était plus obéi, la police non plus. Par conséquent, il n'y a presque pas d'effusion de sang. Il y aura juste, vous le savez sans doute, une tentative de résistance qui va s'opérer au palais d'hiver où sont rassemblés les Junkers. Et les Junkers vont être très rapidement réduits à se rendre parce qu'un croiseur est venu de Kronstadt, le croiseur Aurora. Il va tirer à blanc d'abord, puis un seul obus qui n'a pas été dirigé contre le palais d'hiver, mais il va exploser dans les jardins. Ça y est, ils se rendent, Kerensky se sauve, c'est fini, c'est gagné. Le 8 novembre au matin, l'affaire est faite, et le communiqué qui est lancé est le suivant. Le gouvernement provisoire est destitué. Le pouvoir de l'État est passé aux mains du comité militaire révolutionnaire qui est à la tête du prolétariat et de la garnison de Petrograd. Vous aurez remarqué que le mot bolchevique n'est pas prononcé là. En apparence, ce n'est pas un parti qui prend le pouvoir, c'est un comité militaire révolutionnaire. Avec quoi? Prolétariat d'une part, donc les ouvriers, l'usine Putilov et les autres, et garnison de Petrograd. En fait, vous savez bien que c'est le parti qui gouverne. Il va y avoir le Sovnarkom, ça veut dire le Conseil des ministres, mais on ne veut pas employer ce mot de ministre parce qu'il fait bourgeois. On décidera que ça s'appelle les commissaires du peuple, et le Sovnarkom ne sera composé au début exclusivement de bolcheviks. Ils ont devant eux, c'est malheureux, une situation infernale, vraiment impossible, vous savez, dans les premiers jours. J'ajoute ce qui n'avait pas et qui a été longtemps caché, mais qu'on sait bien maintenant aujourd'hui, qu'il y a eu une orgie vraiment de saoulerie à Petrograd et à Moscou. Les prolétaires d'une part, les soldats d'autre part, qui a plus de contrôle maintenant, se précipitent sur les maisons, ils ne tuent personne, mais ils se jettent sur les caves. Et pendant plus de 10 jours, près de 15 jours, les rues de Moscou vont être encombrées d'ivrognes. Le pauvre Sovnarkom va faire tout ce qu'il pourra, il enverra des pompiers pour essayer de noyer les caves, mais les pompiers vont eux-mêmes se noyer d'alcool. Enfin, ça va durer un certain temps. C'était presque un avantage, hein. Pendant qu'ils boivent, ces gens qui chantent, ils ne pensent pas à politique. Alors le gouvernement va pouvoir s'adouler avec fermeté. Mais la situation est impossible parce que les administrations sont dépeuplées, parce que la plupart des fonctionnaires s'en vont, parce que rien n'obéit plus, et que la situation du point de vue du ravitaillement et du point de vue de la guerre est une situation dramatique. C'est ce que j'essaierai de vous expliquer dans mon prochain exposé, mais je veux appeler votre attention sur le fait que ces quelques révolutionnaires, ce tout petit groupe, enfin, cette petite poignée de gens bolcheviques qui ont entre leurs mains la Russie ou qui croient l'avoir entre leurs mains, sont confrontés à une situation qui semble absolument inextricable, et on peut dire que les miracles, entre guillemets, qu'a pu accomplir le comité de salut public en 1894 ne sont rien auprès de ce que va avoir à surmonter le Sovnarkom et très particulièrement Lénine aidé de Trotsky. Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Встретишь вечерочка, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Мое счастье где-то недалечко, подойду да постучу в окно. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно.